présenter mon stage de fin d'études qui portait sur la diversité des communautés d'adventistes et de pollinisateurs dans le long d'un gradient de pratique et de paysage en vignoble d'Occitanie. Donc, nous avons étudié la vigne qui, en tant qu'un système pérenne, dispose d'une faible densité de plantation et de larges interrants qui peuvent représenter jusqu'à 2/3 de la surface de la parcelle non cultivée et donc qui peuvent héberger une très grande biodiversité floristique et faunistique. Pour gérer ces interrants, ça se fait pour plusieurs raisons. Améliorer la structure du sol, gérer les disponibilités en eau ou en minéraux, ou bien également gérer les couverts et limiter la compétition des adventices pour les ressources. Le viticulteur a plusieurs méthodes pour gérer ces interrants: le travail du sol, l'utilisation de pesticides, qui sont plutôt des pratiques intensives, mais aussi plus récemment l'usage de la tonte ou de laisser l'enherbement spontané ou d'en semer un pour recouvrir ce sol. Et donc, ces vignes sont présentes dans un environnement dans un paysage plus ou moins hétérogène. Donc, depuis le XXe siècle, ce paysage a fortement changé dans les écosystèmes français, notamment avec la suppression des habitats semi-naturels, dont les haies. Et donc, ces deux composantes, l'intensification des pratiques et l'homogénéisation du paysage, ont conduit à un déclin de la biodiversité agricole. Parmi cette biodiversité, il y a la biodiversité des adventices, qui est en déclin. Donc, on a observé une perte de richesse floristique de 46% à l'échelle de la parcelle, ce qui a conduit à une raréfaction de la ressource pour la faune associée, et notamment les pollinisateurs. Et donc, ces pollinisateurs, ils sont essentiels à la reproduction de 78% des plantes sauvages et de 75% des plantes cultivées, ce qui représente environ un total de 35% du volume agricole produit, qui est impacté par ce déclin. Et donc, ces pollinisateurs sauvages sont impactés par la diminution des richesses de la ressource florale, mais également la diminution des sites de nidification. Donc, plusieurs ordres sont impactés par ce déclin. Des hyménoptères. Donc, en France, on a une très grande diversité d'hyménoptères, avec, pour les abeilles sauvages, 982 espèces. Mais il y a également les cirphes, les diptères, dont les cirphes et les bombilles, mais aussi des coléoptères, des lépidoptères et d'autres insectes. Et donc, leur statut de pollinisateur est toutefois à nuancer, car pour certains, ils interagissent avec les fleurs uniquement pour des raisons trophiques et n'aboutissent pas forcément à une pollinisation. Et leur rôle dans l'écosystème n'est pas figé. Par exemple, le mini-jet du colza peut agir en tant que ravageur lorsqu'il se nourrit des boutons floraux fermés, mais il peut jouer un rôle de pollinisateur lorsque les fleurs sont ouvertes. Donc, c'est dans ce contexte que le stage a été financé par l'INPRO Toulouse pour étudier cette diversité dans les systèmes viticoles d'Occitanie. Et donc, ce projet Floride a été adossé à la thèse de Laure Martin-Lefebvre, qui fait sa thèse au CEF depuis novembre 2023. Et donc, pour cette thèse, il y a eu déjà des échantillonnages sur 2 saisons, en 2024 et en 2025. Donc, mon stage avait 2 objectifs principaux. Un objectif qui portait sur une question écologique: comment les communautés d'adventistes et de pollinisateurs se structurent-elles dans le temps et dans l'espace le long d'un gradient d'intensité des pratiques viticoles et d'hétérogénéité du paysage. Et donc, il y avait un second objectif méthodologique qui était de voir la faisabilité de la méthode d'identification moléculaire par ADN environnemental pour détecter les pollinisateurs sur ces fleurs d'adventices. Mais aujourd'hui, pour cette présentation, je vais me concentrer sur la question d'écologie des communautés. Donc, nous avions plusieurs hypothèses pour répondre à cette problématique. Une première hypothèse qui était que les pratiques viticoles intensives ont des effets négatifs sur la diversité fonctionnelle et taxonomique des communautés d'adventistes et de pollinisateurs. Une seconde hypothèse qui est que la diversité des ressources florales impacte et augmente la diversité et l'abondance des pollinisateurs. Une dernière hypothèse sur l'effet positif de l'hétérogénéité du paysage et des infrastructures agroécologiques autour de la parcelle sur la diversité des communautés d'adventistes, sur la diversité des communautés de pollinisateurs et leur abondance. Maintenant, je vais vous présenter rapidement le matériel et les méthodes que j'ai utilisées pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc, nous avons fait des mesures sur des parcelles de la région d'Occitanie, donc en Hérault et dans le Gard. Nous avions 30 parcelles réparties selon 2 gradients orthogonaux, un gradient d'hétérogénéité du paysage et un gradient d'intensité des pratiques,
avec des pratiques moins intensives comme la tonte, l'enherbement, et des pratiques très intensives comme le travail du sol et l'usage d'herbicides. Et pour caractériser l'effet de ces paysages et des pratiques, nous avions des données. Donc pour les paysages, des données calculées via le logiciel Fragstat par François à l'aide d'images satellitaires. Et pour les pratiques, nous avions réalisé des enquêtes auprès des producteurs pour connaître leurs pratiques. Donc, les données obtenues par François étaient pour plusieurs rayons de paysage, 250 mètres, 500 mètres et 1000 mètres autour du point central de la parcelle. Et donc, on a choisi d'étudier le paysage sur 250 mètres de rayon en nous basant sur la distance interstibulaire des abeilles de notre communauté de 2024. Et ensuite, nous avions accès à beaucoup de variables, notamment des variables qui représentaient la proportion, le pourcentage des zones d'occupation dans le paysage, par exemple de vignes, combien il y avait de routes, d'habitations, etc. Et donc, on a voulu synthétiser ces variables en 3 variables principales: les terres agricoles, les habitats semi-naturels et les surfaces non végétalisées pour simplifier l'information. Et en plus, nous avions 2 variables qui évaluaient la diversité des paysages, un indice de Shannon sur ces classes d'occupation et une densité de bordure. Donc l'objectif, c'était de pouvoir intégrer ces variables relatives au paysage dans nos modèles, mais pour pouvoir simplifier l'information et la synthétiser, on a réalisé une ACP pour pouvoir synthétiser l'information. Et vous voyez là, sur le stade de corrélation obtenu, que l'axe des abscisses représente un gradient d'hétérogénéité du paysage. Donc on a créé une nouvelle variable en prenant les coordonnées de ces parcelles sur cet axe, et ça nous a donné la variable relative à l'hétérogénéité du paysage. On a fait la même chose pour les pratiques, donc on avait accès à différentes variables suite aux enquêtes avec les producteurs. Et donc, pour pouvoir synthétiser l'information de toutes ces pratiques, on a fait une ACP et on retrouve sur l'axe des abscisses un gradient d'intensité des pratiques. Donc, ça nous a obtenu une nouvelle variable qui correspond également à la coordonnée des parcelles sur cet axe. Ensuite, pour caractériser les communautés d'adventistes, on a fait des échantillonnages en 2024 sur 3 périodes, en février, en avril et en mai, pendant lesquels on a fait des relevés botaniques en notant le nombre d'espèces et l'abondance, notamment, et leurs traits floraux pour chaque espèce ont été récupérés dans des bases de données, donc comme la couleur, la forme et la symétrie qui ont des fonctions d'attractivité pour les pollinisateurs. Pour caractériser les communautés de pollinisateurs, on a également fait des échantillonnages sur ces 3 mêmes périodes en utilisant un piégeage passif. Donc on a disposé des bols colorés dans les interrangs pendant 48 heures. Et après ces 48 heures, on a eu 2 sortes d'identification des insectes capturés. Une identification morphologique des abeilles sauvages par Rémi Rudel et une identification moléculaire par une méthode de métabarcoding quantitatif. Donc pour rappel, le métabarcoding, c'est une méthode d'identification moléculaire qui se base sur l'amplification et le séquençage d'une région cible du génome qu'on appelle un marqueur moléculaire. Et c'est possible grâce à l'existence du barcoding gap. Donc vous pouvez voir sur la figure ici que c'est le fait que la variation intraspécifique, elle ne se chevauche pas avec la variation interspécifique, ce qui nous permet de pouvoir distinguer les espèces entre elles. Et pour étudier les pollinisateurs, le marqueur le plus utilisé est le marqueur COIN 5', qui fait 658 paires de bases. Donc, pour nos échantillons, nous avons utilisé un protocole, le protocole AMI, en collaboration avec l'équipe du CBGP à Montpellier, et qui combine le métabarcoding et une validation morphologique. Je vais vous présenter rapidement ce que c'est. Donc, il y a eu tout d'abord un tri et une photographie des insectes par bol coloré. Et ensuite, pour chaque bol, il y a eu l'équivalent pour un puits d'extraction d'ADN, où on a récupéré soit le spécimen entier selon sa taille, ou alors un fragment de tissu, une patte, une antenne. Et ensuite, il y a eu une extraction d'ADN de ces bols, de l'entièreté des insectes contenus dans ces bols, suivi d'une amplification d'une partie du gène commun de 418 paires de bases et un séquençage MySeq en paire end. Il s'en est suivi des traitements bioinformatiques avec à l'aide de pipelines en utilisant les bases de données de référence BOLD
qui ont été complétées par la base Code abeille récemment publiée. Et une étape importante de ce protocole était la dernière étape de validation croisée, en nous basant sur les photographies qui ont été faites à l'étape A, et en nous basant également sur la validation taxonomique de Rémi Rudel sur les abeilles sauvages. On a pu estimer l'abondance des insectes dans ces vols. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça du métabarconing quantitatif. Donc finalement, pour caractériser nos communautés d'adventistes et de pollinisateurs, on a réalisé des modèles pour expliquer plusieurs variables, notamment leur richesse spécifique, l'indice de Shannon, mais aussi des variables fonctionnelles, comme la densité d'adventistes entomophiles, ou encore la valeur médiane de la distance intertellulaire des abeilles de notre communauté. Et pour expliquer ces variables, nous avions plusieurs variables. Donc des variables issues d'ACP, comme je vous ai présenté pour le paysage et les pratiques, mais aussi des variables brutes, tout simplement. Donc par exemple la saison culturelle, la saison d'échantillonnage ou encore la couverture florale. Et on a ajouté, en plus de ces variables, on a testé l'interaction entre les pratiques et le paysage. Et pour chaque modèle, la parcelle était ajoutée en facteur aléatoire. Maintenant, je vais vous présenter trois résultats parmi tous les modèles obtenus. Un premier résultat sur l'effet des pratiques sur les adventices. Donc, on a obtenu le modèle le plus parcimonieux a retenu ces variables pour expliquer la richesse spécifique des adventices. Donc, plus précisément, sur l'impact des pratiques viticoles, on observe que ces pratiques intensives ont des effets négatifs sur cette richesse des adventices. Et ça, c'est lié au fait que lorsqu'on fait du travail du sol ou qu'on applique des herbicides, il y a une destruction totale de la biomasse, donc moins d'espèces. Il faut quand même nuancer cette diminution de richesse avec le fait que pour le travail mécanique du sol, qui est pourtant une pratique intensive, ça peut favoriser certaines espèces d'adventices, par exemple les espèces à rhizome, comme le Convolvulus arvensis, l'iseran des champs, qui peut être résistant à ce fractionnement. Ensuite, on a observé une interaction entre les pratiques et le paysage sur les communautés de pollinisateurs. Donc, précisément, on a trouvé une interaction significativement négative pour la richesse spécifique des pollinisateurs. Donc, ça consiste en quoi? En fait, vous pouvez voir sur ce graphique la richesse des pollinisateurs en fonction du gradient d'intensité, du gradient d'hétérogénéité du paysage et du gradient d'intensité des pratiques. Et donc, en bleu, vous pouvez voir qu'un paysage hétérogène favorise la richesse spécifique des pollinisateurs lorsque les pratiques sont extensives. Donc, et au contraire, en rouge, sur la droite rouge, vous pouvez voir que l'intensité des pratiques a un impact d'autant plus négatif sur la richesse des pollinisateurs lorsque le gradient sur un paysage diversifié, donc plutôt à droite. Donc cette interaction est intéressante parce qu'elle souligne le fait que l'intensité des pratiques doit être interprétée en fonction du contexte paysager. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'hétérogénéité du paysage ne suffit pas à compenser l'intensité des pratiques. Et finalement, pour vous présenter un dernier exemple sur l'effet des saisons sur les pollinisateurs et les adventices, donc on a eu des effets contrastés en fonction du modèle, de la variable modélisée. Donc pour les adventices, on a observé que la densité moyenne des adventices entomophiles est supérieure au mois de février. Donc ça, c'est en lien avec le fait que les pratiques viticoles n'ont pas encore commencé à cette période, elles commencent plutôt en avril. Et donc en février, l'intercran n'a encore pas été perturbé, ce qui permet la présence de tapis de fleurs, notamment, vous pouvez voir sur la photo, un interrang au mois de février avec un tapis de Diplotaxis très fleuri, avant sa tonte au mois d'avril. Et ensuite, concernant les pollinisateurs, on a observé que leur richesse spécifique était inférieure au mois de février, ce qui est à mettre en relation avec la phénologie des insectes, mais aussi avec le fait que la richesse spécifique des adventices augmente au fur et à mesure de la saison. Par contre, on peut observer là un biais méthodologique avec nos pans de trappe, avec nos bols colorés, puisque lorsque la ressource florale est abondante, comme c'est le cas en février, les pans de trappe sont potentiellement moins attractifs pour les pollinisateurs. Donc ça pourrait expliquer cette richesse spécifique inférieure pour le mois de février. Et donc finalement, tous ces résultats nous permettront par la suite de pouvoir proposer des recommandations pour les viticulteurs, notamment sur, par exemple, les dates de gestion de leurs adventices.
Donc, concernant les limites générales de notre étude, il y a des biais méthodologiques liés par exemple à la méthode de piégeage. Donc les bols colorés ne sont pas optimales. Vous n'avez pas une méthode optimale pour pouvoir piéger, observer toute la biodiversité dans nos parcelles. Par exemple, les cirques sont peu attirés par ces bols. Et il y a également des biais liés à la méthode de métabarcoding, avec le risque de faux positifs, avec des contaminations, de faux négatifs. Et c'est également une méthode qui est dépendante des bases de données de référence qui sont pour le moment encore incomplètes. Dans l'étude, il y a également des facteurs qui n'ont pas été pris en compte et dans une approche plus globale, il serait intéressant de pouvoir les prendre en compte, notamment des indicateurs environnementaux comme la température ou l'humidité, ou encore des interactions biotiques. Et surtout, notre étude s'est restreinte à un paysage très local de 250 mètres de rayon autour du centre de la parcelle, qui ne reflète pas l'entièreté de l'aire de déplacement de nos communautés. Notamment, il y a des espèces d'abeilles sauvages qui se déplacent plus loin que ce rayon, par exemple le cerf, qui se déplace jusqu'à 3000 mètres autour de son nid. Mais également, on sait que les diptères se déplacent sur de très grandes distances, donc qui ne seront pas forcément captés dans cette étude. Donc, finalement, après avoir étudié séparément les communautés d'adventices et les communautés de pollinisateurs, il faut ensuite aborder une approche plus globale d'étude des interactions entre les deux pour pouvoir mieux comprendre les mécanismes écologiques sous-jacents. Et donc, pour ce faire, les méthodes traditionnelles sont très limitées pour étudier ces interactions, les interactions entre les deux, entre plantes et pollinisateurs. Et donc, il y a l'intérêt ici de trouver de nouvelles méthodes pour pouvoir étudier ces interactions. Et notamment, on a étudié une nouvelle méthode non létale d'identification avec de l'ADN environnemental. Et donc, cette approche a été commencée à... Les premières études sur cette approche sont sorties dans les années 2010 sur des échantillons d'air, de sol ou d'eau. Et plus récemment sur des fleurs. Donc, depuis 2019, il y a des études qui sont sorties pour pouvoir démontrer et qui ont commencé à démontrer cette approche. Et c'est très prometteur. Et donc, c'était là le deuxième objectif de mon stage, qui était de voir la faisabilité de cette approche d'ADN environnemental sur les fleurs d'adventice. Donc, j'ai pu commencer à participer à cette... J'ai commencé à étudier cette approche en faisant l'échantillonnage dans les parcelles sur 4 parcelles sectionnées sur les 30 parcelles de départ. Donc, ces parcelles ont été sélectionnées pour être aux 4 extrémités des 2 gradients que je vous ai présentés avant. Et donc, on a pu échantillonner une grande diversité de fleurs appartenant à 49 espèces d'adventices, ce qui est assez innovant pour le moment, car toutes les études qui sont sorties étudient au maximum une dizaine d'adventices. Et ensuite, j'ai participé à l'extraction d'ADN et à l'amplification PCR à Genfis. Et le séquençage aura lieu à l'automne 2025. Donc, c'est pour ça que je ne vous présente pas ces résultats de cette partie exploratoire. Par contre, on a espoir que cette méthode, cette nouvelle approche, va permettre de pouvoir étudier différemment l'effet des pratiques et des parcelles, des pratiques sur les parcelles et du paysage sur les réseaux d'interaction plantes-pollinisateurs. Et donc, la suite de ce projet sera prise en main par Laure lors de sa dernière année de thèse. Voilà. Merci pour votre